Cette vidéo a été filmée avec une caméra GoPro par l'alpiniste Kyle Walker en 2019. Il a fait une chute de 18 mètres alors qu'il escaladait les Flatirons à Boulder dans le Colorado. Kyle s'est fracturé les deux poignets, 8 côtes, le bassin et a également subi des lésions pulmonaires. Tout cela ne serait peut-être jamais arrivé s'il ne pratiquait pas l'escalade en solo intégral, c'est-à-dire sans corde ni équipement de sécurité. Certains font cela pour l'adrénaline, d'autres trouvent ça thérapeutique, et certains, comme Kyle, le font pour le contenu, afin de se démarquer dans la jungle des vidéos d'escalade. Par exemple, pour attirer l'attention, tu peux grimper une montagne sans protection, voire en bikini. Mais Kyle fait aujourd'hui partie du tout petit nombre de grimpeurs solo, ayant survécu à une chute. Alors, le solo intégral, c'est quoi? Un sport extrême palpitant ou une cascade mortelle complètement folle? Remontons en 1911 lorsque l'alpiniste autrichien Paul Preuss gravit la face ouest du Tockenkirch, l'une des parois les plus difficiles des Alpes à l'époque. Cet exploit le propulsa sur le devant de la scène internationale. Mais ce qui choqua tout le monde, c'est que Preuss l'a fait sans aucun équipement technique. À cette époque, les grimpeurs commençaient à utiliser des pitons et des mousquetons, d'abord pour la descente, puis aussi pour la montée. Mais Paul Preuss trouvait que cela trichait. Pour lui, conquérir une montagne devait se faire avec ses capacités, pas avec la technologie. Il allait même plus loin, les équipements artificiels transformaient la montagne en jouet mécanique. Et puis, disait-il, les mousquetons peuvent casser, les cordes peuvent vieillir, alors que la seule chose fiable, c'est toi-même. Il s'était fixé une règle simple. Si tu n'es pas capable de redescendre par tes propres moyens, alors tu n'aurais jamais dû monter. Fidèle à sa vision de l'alpinisme pur, Paul réalisa de nombreuses ascensions remarquables, notamment la face est du Campanile Basso et l'arête nord-ouest du Großen-Hochstein, toujours sans assistance technique. Ses détracteurs l'accusaient de promouvoir une méthode trop risquée et soulignaient qu'il utilisait malgré tout des piolets et des chaussures spéciales. Mais pour Preuss, c'était différent. Sa technique n'exposait que lui-même au danger, pas un partenaire tenu de l'assurer. En 1912, Paul assista à un drame terrible. Le célèbre alpiniste britannique Humphrey Jones, son épouse et leur guide furent emportés ensemble dans une chute mortelle. Tous reliés par une même corde, ils sont morts sur le coup. À partir de ce jour, Paul Preuss n'hésita plus jamais. Il grimperait seul. Le 3 octobre 1913, il entreprit de gravir l'arête nord du Mandelkogel. Mais à un moment donné, le grimpeur expérimenté glissa et chuta de plus de 300 mètres. Il mourut sur le coup, mais il n'a mis en danger que sa propre vie, restant fidèle à ses principes jusqu'au bout. Son corps fut retrouvé une semaine et demie plus tard, sous une fine couche de neige fraîche. On pourrait croire que de telles histoires dissuaderaient quiconque de pratiquer le solo intégral. Mais non, ce type d'escalade a gagné en popularité. Et avec lui, le nombre d'accidents mortels a explosé. Parmi les figures emblématiques du solo intégral, on trouve Derek Hersey. Il considérait même le canyon Eldorado comme son bureau et on pouvait l'y croiser presque tous les jours. Pour Derek, la solitude en montagne était une force. Elle éliminait toute distraction. Il croyait que la concentration totale était l'arme du grimpeur solo. Mais le 28 mai 1993, Derek tenta de gravir le Sentinel Rock dans le parc national de Yosemite en suivant la voie Stack Salad Trail sans aucune protection. Malheureusement, la roche était glissante à cause de pluies récentes. Hersey perdit l'adhérence et trouva la mort. Fait la connaissance d'Austin Howell. Alors qu'il n'était encore qu'un étudiant de première année à l'université de Houston, il découvrit pour la première fois l'escalade et en devint immédiatement accro. Malheureusement, cette passion naissante faillit s'interrompre brutalement 2 ans plus tard, lors d'un simple entraînement sur le mur d'escalade de l'université. Austin fit une chute et son partenaire d'assurage lâcha accidentellement la corde de frein. Howell s'écrasa au sol, se fracturant 3 vertèbres et plusieurs os dans les 2 jambes. Il lui fallut 4 mois de rééducation pour se remettre. Mais il ne savait pas encore qu'il souffrait aussi de blessures invisibles. Sa mère, Terry Zink Jackson, se souvient qu'après l'accident, son fils avait envisagé de sauter du toit d'un immeuble de 10 étages. Un examen approfondi révéla une lésion cérébrale traumatique, susceptible d'avoir provoqué une dépression sévère. Un psychiatre estima même qu'il faudrait jusqu'à 5 ans pour que le cerveau d'Austin récupère complètement. Mais sur son blog et sur ses réseaux sociaux, Austin affirmait que sa dépression n'était pas née de l'accident.
Selon lui, elle l'accompagnait depuis toujours et l'escalade n'y était pour rien. Plus tard, il reçut d'ailleurs un diagnostic plus précis. Trouble bipolaire, une affection que la chute n'avait pas causée. Au lieu d'abandonner, Austin décida de grimper encore plus haut, cette fois sans corde ni équipement de sécurité. Pour lui, le solo intégral était la meilleure thérapie pour calmer la tumulte de ses pensées. À l'instar de Paulo Preuss, il développa sa propre philosophie. Selon lui, le solo intégral n'était pas plus dangereux que la vie elle-même, qu'il considérait comme un sport extrêmement risqué. Cette discipline lui enseignait la maîtrise de soi, qu'il appliquait ensuite dans la vie quotidienne. Avec le temps, Austin affirma que son état émotionnel s'était vraiment amélioré, et ses parents commencèrent à se sentir rassurés quant à sa passion. Mais ça ne dura pas longtemps. À 27 ans, Austin se rendit à Yosemite pour escalader El Capitan, conscient de tous les risques, mais cette fois avec un partenaire et quelques mesures de sécurité. Pourtant, une partie de son matériel se détacha subitement de la paroi. Austin chuta de 6 mètres, atterrissant sur la tête. C'était la deuxième fois qu'il se blessait en grimpant, accompagné. Transporté d'urgence par hélicoptère vers un hôpital de Modesto, les médecins découvrirent qu'il s'était fracturé les 2 poignets, l'omoplate droite, 5 vertèbres et le crâne, provoquant une nouvelle lésion cérébrale. Il avait également le tympan percé, perdant l'audition d'une oreille. Les médecins durent le plonger dans un coma artificiel pendant plus de 10 jours. Lorsqu'Austin se réveilla, il déclara qu'il refusait de rester à l'hôpital. Il voulait reprendre l'escalade au plus vite. 10 semaines plus tard, il enleva lui-même son plâtre et sa minerve, disant « Les montagnes m'appellent ». Mais avec sa perte d'équilibre due à la surdité partielle, il peinait non seulement à marcher, mais aussi à grimper. Malgré tout, il refusa d'abandonner. Contre les pronostics des médecins, il réapprit à grimper, à gérer son équilibre et à vivre avec son handicap. Austin documentait ses progrès sur les réseaux sociaux, sur Vimeo, sur son blog et même dans un podcast. Des fans se rassemblaient pour regarder ses ascensions en direct, admirant son courage et sa ténacité. Un jour, des admirateurs le croisèrent dans une pizzeria, juste avant qu'il ne tente l'ascension de Twinkie dans les gorges de la Red River. En commandant un café, Austin trébucha et renversa sa boisson sur lui-même. Certains clients, surpris, se demandèrent s'il s'agissait bien du célèbre grimpeur solo, car il tenait à peine debout. Pourtant, le lendemain, Austin réalisa l'ascension et la descente sans problème. À 31 ans, Austin Howell partit conquérir Chertoff Mountain en Caroline du Nord. Fidèle à lui-même, il grimpa sans aucune protection, mais soudain il perdit prise et fit une chute de 24 mètres. Les secours arrivèrent rapidement sur place, tentèrent un massage cardiaque, mais le grimpeur solo finit par rendre l'âme. Ce qui autrefois lui donnait la force de vivre finit par l'arracher à ce monde. On pense souvent que pour grimper en toute sécurité, il faut être en binôme, bien équipé, bien encordé. En général, le grimpeur le plus expérimenté ouvre la voie, tandis que le second, qu'on appelle l'assureur, le suit de près. Le premier fixe des points d'ancrage dans la paroi, afin que la corde l'arrête en cas de chute. L'assureur, lui, gère la tension de la corde, prêt à bloquer le grimpeur à tout moment. Il s'agit donc d'une opération qui devrait être bien rodée, à chaque fois. Ici, la communication est vitale. Signaux clairs, coordination précise, anticipation du danger. Si tous ces paramètres sont bien suivis, il ne devrait donc pas y avoir de danger. Et cela semble relativement sûr, non? Mais en est-on vraiment certain? Prenons l'exemple de Brad Gobright, considéré par le magazine Rock and Ice comme l'un des meilleurs grimpeurs en solo intégral du monde. En 2017, il se fit remarquer en établissant un record de vitesse sur la voie Nose d'El Capitan. 2 heures, 19 minutes, 44 secondes. Mais en 2022, il tenta une descente en rappel à El Potrero Chico, au Mexique, avec son partenaire Aidan Jacobson. Ils descendirent simultanément chacun d'un côté d'une corde de 80 mètres, technique dite contrepoids. Mais la corde glissa du dispositif d'assurage. Une hypothèse évoque des cordes de longueur différente, ce qui déséquilibra le système. Autre point, il n'avait pas fait de nœud à l'extrémité, probablement pour éviter que la corde ne s'accroche aux innombrables cactus de la paroi. Mais ils auraient pu faire les nœuds et garder les extrémités visibles. Résultat, la corde s'échappa et les 2 grimpeurs chutèrent.
Jacobson s'accrocha à un buisson et atterrit sur une corniche. Gilbride, lui, chuta de 300 mètres et mourut sur le coup. Même avec du matériel, le moindre détail compte. L'exemple suivant le prouve encore. En 2017, dans le parc national de Yosemite, deux amis inséparables et grimpeurs chevronnés, Tim Klein, Palmdale et Jason Wells, Boulder, Colorado, s'entraînaient sur la section la plus facile de la voie Free Blast. Ils connaissaient cette paroi par cœur. Mais ce jour-là, ils utilisaient une technique risquée. Descente simultanée, chacun non assuré, dans le but de gagner du temps. Soudain, le pire arriva. Jason glissa et tomba, rebondissant sur la paroi granitique. Tim aurait pu l'arrêter s'ils n'avaient pas descendu ensemble, car il aurait été relié à un point fixe plus bas. Mais ce n'était pas le cas. Tim hurla. Il était impuissant. Et l'instant suivant, malheureusement, il tomba, lui aussi. Mais c'est là que tout devient encore plus fou. La corde s'accrocha sur une saillie, retenant les deux corps en suspension. Elle était leur dernier espoir. Mais le poids combiné était trop important. La corde céda et les deux amis chutèrent de 300 mètres, la même hauteur qui coûta la vie à Brad Gilbride. Parfois, même quand toutes les règles sont respectées, le danger peut surgir là où l'on ne l'attend pas. Et quand on ajoute des techniques risquées à une situation déjà dangereuse, le prix peut être fatal. Imagine maintenant que tu tombes sur une vidéo où des gens escaladent le plus haut sommet de Taïwan. Certains sont des grimpeurs ordinaires, d'autres grimpent en solo, sans équipement, sans corde. Tu le sais, ce sont leurs histoires qui fascinent. Et parmi des centaines d'alpinistes, qui attire ton regard en premier ? Peut-être celui ou celle qui a pris une photo au sommet en bikini, non ? Parce qu'à la fin, dans ce monde où tout doit capter l'attention, certains préfèrent défier la mort pour qu'on les regarde vivre. Et toi, que penses-tu de tout ça ? Laisse ton avis en commentaire. Gigi Wu était devenue une véritable sensation. Cette jeune femme passionnée d'escalade s'était fixée un objectif audacieux, conquérir 100 sommets de Taïwan. Ces montagnes, toutes situées à plus de 3000 mètres d'altitude, forment une chaîne abrupte qui s'élève presque directement depuis la mer, un défi redoutable, même pour les alpinistes les plus aguerris. Après chaque ascension, elle prenait une photo au sommet et la publiait sur les réseaux sociaux. Au début, ces clichés n'attiraient pas beaucoup d'attention, mais un jour, un post fit l'effet d'une bombe. Tout avait commencé par un pari perdu avec une amie, publier une photo en bikini au sommet. À sa grande surprise, l'image devint virale, récoltant des milliers de likes et de commentaires. Et même si l'idée n'était pas préméditée, Gigi en fit sa marque de fabrique. Sous chacune de ces photos, elle rédigeait sur Facebook ses descriptions détaillées de l'itinéraire, précisant les passages dangereux, les points d'eau et les zones où le signal téléphonique passait. Mais si beaucoup admiraient sa passion et sa précision, d'autres, souvent des hommes, la critiquaient violemment, sous prétexte que ses photos étaient trop provocantes. Gigi ne se laissa pas décourager. Cependant, d'autres problèmes apparurent. Elle partait souvent en montagne avec ses amis, mais les disputes se multipliaient sur le choix des chemins, le rythme ou les étapes. Gigi préférait les itinéraires les plus dangereux, estimant que ses compagnons la ralentissaient. Finalement, elle décida de partir seule. En mai 2017, elle se lança seule sur la chaîne montagneuse centrale de Taïwan. Puis, ses expéditions en solo se multiplièrent. Un an plus tard, elle publia la photo de ses jambes couvertes d'ecchymoses et de cicatrices, après une chute presque fatale. Mais au lieu de ralentir, elle continua seule, obstinée. Gigi refusait d'écouter les avertissements, rendant ses ascensions de plus en plus périlleuses. Les autres grimpeurs s'étonnaient de son manque de préparation logistique. Son sac à dos, par exemple, était bien trop lourd. En montagne, le poids recommandé ne dépasse pas 32 kg. Mais Gigi transportait souvent du riz, des nouilles, un grand faitout et même de l'eau supplémentaire. Et pour ses photos, elle ne se séparait jamais de son appareil photo Canon 5D Mark III, pesant presque 1 kg, accompagné de plusieurs objectifs et d'un trépied encombrant. Ses amis lui disaient que cette charge affecterait son équilibre. Mais elle refusait de laisser sa caméra, son œil, son identité. Le 11 janvier 2019, Gigi entreprit une expédition de 2 semaines dans le parc national de Yushan,
avec l'objectif de capturer de nouveaux sommets. Elle comptait suivre le célèbre sentier historique de Bantongan, bien balisé et réputé sûr. Mais en chemin, elle quitta la piste officielle, empruntant un itinéraire interdit qu'elle n'avait jamais exploré auparavant. Cette voie comportait des pentes beaucoup plus raides et des descentes abruptes, redoutées même par les professionnels. Pour ne rien arranger, une violente tempête éclata, alors que rien de tel n'était annoncé dans les prévisions. Vers 4h30 du matin, un de ses proches reçut un appel via le téléphone satellite de Gigi, réservé aux urgences. Il comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Gigi venait de glisser et chutait d'une hauteur de 30,5 mètres. Par miracle, elle avait atterri sur une corniche, ce qui avait ralenti sa chute. Plus bas, c'était le vide total et elle n'aurait aucune autre chance de survie. Mais ses jambes étaient gravement blessées, elle ne pouvait plus bouger. Elle communiqua ses coordonnées GPS et son ami alerta les secours. Malheureusement, la pluie torrentielle et la visibilité quasi nulle empêchèrent les sauveteurs d'intervenir immédiatement. Ils ont dû attendre le lever du jour. Mais la nuit fut glaciale avec des températures proches de 0 degré. Quand les secours atteignirent enfin la zone au matin, il était trop tard. La montagne avait encore réclamé une âme, celle d'une femme qui voulait juste toucher le ciel et nous rappeler une dernière fois que même la beauté peut être mortelle. Lorsqu'ils la retrouvèrent, Gigi était allongée sur le dos, les yeux clos, et ne respirait plus. Elle ne portait pas seulement un bikini. En réalité, elle ne le mettait qu'au sommet, le temps d'une photo. Elle s'était ensuite recouverte d'une couverture, mais n'avait jamais réussi à se réchauffer. On retrouva sa veste posée dans la neige. Peut-être que, victime d'hypothermie, elle avait ressenti cette étrange illusion de chaleur brûlante, cette sensation trompeuse qui pousse parfois les corps gelés à se dévêtir. Les réseaux sociaux se remplirent de milliers de messages d'hommage, de millions de vues et d'autant de cœurs brisés. Ses fans bouleversés tentaient de comprendre. Était-ce vraiment le prix à payer pour la gloire? Et toi, qu'en penses-tu? L'escalade en solo intégrale, est-ce un art du courage et de la liberté absolue ou bien une danse trop proche de la mort? Partage ton avis dans les commentaires.